Lviv, à 2 heures de route de la frontière polonaise. Cette ville de l'ouest de l'Ukraine est pour l'instant épargnée par les bombardements. En ce dimanche du pardon, les fidèles sont venus très nombreux pour communier dans l'église de l'Assomption. C'est avec le visage grave que le père Igor officie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, gloire à Jésus-Christ. Depuis que son pays est en guerre, ses sermons ne parlent plus que des horreurs de l'invasion russe. Mes chers fidèles, je voudrais vous parler de la terrible calamité qui s'est abattue sur notre pays. Une guerre injuste. Les fascistes russes détruisent notre terre, détruisent nos villes, nos villages. Ils tuent des innocents, ils tuent des enfants. Si nous n'arrêtons pas l'ennemi féroce, il nous dévorera. Mais nous vaincrons les forces du mal, car Jésus-Christ est avec nous. Le Christ est de notre côté. Il nous délivrera de la bête sanglante. Seigneur miséricordieux, sauve l'Ukraine. Amen. Ce jour-là, des officiers de l'armée régulière sont venus se recueillir avant de repartir sur le front. Selon l'Ancien Testament, le dimanche nous est donné pour réfléchir à notre vie, pour communiquer avec Dieu. Nous avons pris une petite heure pour venir ici. Si nous n'avions pas trouvé cette église, nous aurions trouvé une chapelle ou une croix pour respecter notre devoir de chrétien. Je vous offre ces icônes bénies. Quant à celles-ci, elles sont juste à garder sur vous et à partager avec vos camarades. Merci mon père. On se remettra à baptiser nos enfants, nos petits-enfants, à célébrer les mariages et à vivre. Oui, la vie reprendra. Du fond du cœur. On vous remercie. Vous savez, l'Église joue un rôle pour nous actuellement, un rôle très important. L'Église est au centre de nos vies spirituelles. Nous avons l'Église et la famille. Nos âmes en ont besoin. Dès les premières heures du conflit, l'Église orthodoxe de Kiev s'est engagée aux côtés des soldats pour combattre l'envahisseur. Depuis 2019 déjà, la majorité des religieux ukrainiens ont déclaré leur indépendance du patriarcat de Moscou, accusés d'être aux ordres du Kremlin. Dans un pays où près de 3/4 de la population sont croyants, les hommes de foi œuvrent sans relâche pour soutenir le moral des troupes. Une aide indispensable pour un peuple qui vient de plonger dans l'enfer d'une guerre totale. Comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Et ça tire comment? L'artillerie? Vous êtes en train de dire qu'il y a des chars partout dans Kherson? Oui, il y a des tirs qui arrivent dans des immeubles d'habitation. On reste à la maison, on ne bouge pas. Oui, vous avez raison. Restez en sécurité chez vous. Ne sortez pas dans la rue. Bon courage. Que Dieu vous garde. Le père Boris est l'évêque du diocèse de Kherson, dans le sud du pays. Il y a quelques jours, il prenait des nouvelles de ses paroissiens, alors même que l'armée russe entrait dans sa ville. Les Russes sont en train d'envahir. Il y a des chars qui sont entrés par le pont Antoniv. Ils sont présents dans tous les quartiers maintenant. Attendez. Je viens de recevoir un message. C'est une vidéo. Vous voyez comment nos frères russes accueillent les Ukrainiens? Personne n'a survécu dans la voiture. Regardez ce que font nos soi-disant frères qui prétendent nous sauver. Apparemment, ça s'est passé à Kherson.
Et ça, à 11h50. C'est tout frais. C'était filmé depuis une fenêtre, vous voyez? Oh putain. Oh putain. Oh les enfoirés. Voilà, ils arrivent et ils tirent sur les immeubles d'habitation. C'est un génocide. Beaucoup de gens ont fui Kherson. Peu sont restés. Mais même quand ils fuient, on leur tire dessus. C'est dur. Depuis le début de la guerre, le père Boris est sur tous les fronts. Avec le soutien des fidèles de Lviv, il coordonne un réseau qui vient en aide aux combattants. Ce groupe de paroissiennes prépare des vareniki qui doivent nourrir les soldats. C'est le père Boris en personne qui se charge de les acheminer sur le front. Le but de la mission, c'est de leur amener des plats faits maison pour les réconforter, qu'ils se sentent comme chez eux. C'est une sorte de soutien moral pour faire savoir à nos soldats qu'on les aime, pour rendre leur quotidien plus agréable, si je puis dire. Je pensais les amener chez moi à Kherson, mais maintenant la ville est occupée. On va tenter d'aller à Mykolaïv. La ville portuaire de Kherson est la première à être tombée aux mains des Russes. Le père Boris espère désormais atteindre Mykolaïv, une métropole de plus de 500 000 habitants, située plus au nord. Les soldats ukrainiens s'y seraient repliés. Російські танкісти сховались в кущі, щоб лаптю посорбати довбані щита, трохи в ушах перегрівся навар. Байрактар. Байрактар. Зі сходу припхались до нас барани, для восстановлення великої страни, найкращий пастух баранячих отар. Байрактар. Cette chanson est sortie il y a quelques jours. C'est une chanson satirique sur les Russes. Aujourd'hui, toutes les chansons ukrainiennes qui parlent de l'invasion sont de bonnes chansons. Ça remonte le moral. Avant de poursuivre sa route vers le sud, le père Boris tient à aller saluer sa mère une dernière fois, au cas où il ne reviendrait pas. Prenez vos gants, vos bonnets. N'oubliez rien, parce que la route est longue. Oh mon Dieu. La mère de Boris est très émue. Vous avez tout? Il ne vous manque rien? Mais le temps presse et son fils doit repartir. Deux prêtres se joignent à lui pour continuer le voyage. Leurs voitures sont elles aussi chargées de vivres et de vêtements. Bon, au revoir. Dieu nous garde. Bonne chance. La ville de Mykolaïv est à plus de 800 km de là. Le père Boris doit traverser les vastes plaines ukrainiennes. Sur le bord des routes, des hommes se préparent à l'arrivée des Russes. Ces villageois mettent tout en œuvre pour protéger leurs habitations, situées à quelques kilomètres de cet axe que l'armée de Poutine pourrait emprunter. Comme un bond en arrière dans l'histoire, ces poilus du XXIe siècle creusent des tranchées. On va pas les laisser passer, ces putains de Ruskov. Ils n'arriveront pas jusqu'ici. Ils ne passeront pas. Comme des milliers d'Ukrainiens,
Sei a tout abandonné pour se consacrer à la lutte contre l'envahisseur. On va leur arracher les oreilles, putain, on va les réduire en miettes. Dans mon village, je connais une mamie en béquille, elle m'a dit qu'elle s'appuierait sur l'une pour les frapper avec l'autre. Tu comprends? Ils pensaient qu'on allait les accueillir avec des fleurs, c'est con? On va les accueillir avec des couronnes funéraires. Et voilà ce que je dis à Poutine. Et bien profond. À l'image de Sei, la haine des Russes s'est profondément installée dans les esprits. Ces hommes attendent l'ennemi de pied ferme, même si le combat s'annonce inégal. On n'a pas besoin d'armes. La voilà, mon arme. Vous pouvez nous la montrer? Et si demain ça pète, si ces connards arrivent, on aura des armes, vous inquiétez pas. J'en ai une cachée sous mon lit, moi. Venez les gars, allez, ne soyez pas timides. Partout dans le pays, sur chaque route, dans chaque village, des tranchées sont creusées et des barricades dressées. Malgré le manque de moyens, les Ukrainiens sont déterminés à se battre pour défendre leurs terres. Après une longue journée sur la route, le père Boris arrive enfin à Vinnytsia, une ville située à 400 km de Mykolaïev, sa destination finale. Ce soir, les hommes de foi dormiront dans un monastère. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous cherchez un endroit pour vous cacher? Que Dieu vous bénisse. Entrez, mes frères. Entrez, je vous en prie. Que Dieu vous aide, que Dieu vous protège. Ils sont accueillis par un curé proche du père Boris. Depuis des années, il les aide à acheminer du matériel sur le front Est. Vous savez, on est engagé dans cette guerre depuis 8 ans en fait. Pour nous, c'est une activité normale. J'allais dans le Donbass 2 ou 3 fois par an. On y allait régulièrement avec une camionnette, mais elle est tombée en panne depuis. Vous n'avez pas peur? La peur dans ce genre de situation, ça ne peut que vous nuire. Ce soir, le père Boris doit planifier le trajet du lendemain. Il va devoir composer avec les nouvelles percées de l'armée russe. Nous ne pouvons pas tout organiser à l'avance, car la situation change tout le temps. Nous sommes obligés de nous adapter. Il y a des endroits où les troupes russes débarquent, ailleurs ce sont les chars qui arrivent, ou bien des attaques aériennes qui sont lancées. C'est la guerre, quoi. Pour l'heure, le temps est au réconfort. Père Boris, venez vous asseoir ici. Et vous autres, en face, là. L'évêque et ses compagnons peuvent profiter d'un repas chaud et d'une bonne nuit de sommeil. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, des hommes préparent les défenses de Vinnytsia. Avec les moyens du bord, ces simples citoyens veulent eux aussi participer à l'effort de guerre. Mets-en un peu plus, mets-en un peu plus. Là, nous faisons des cocktails Molotov. Mais chez nous, en Ukraine, on les appelle des banderas moussi. On va recevoir nos visiteurs très chaleureusement. Des cocktails Molotov en hommage à Stepan Bandera, une figure nationaliste controversée qui s'est battue pour l'indépendance de l'Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. 2 doses pour une. 2 litres d'essence pour 1 litre d'huile. Puis une poignée de mousse synthétique. Elle se dissout dedans et tu obtiens ça. Et quand tu en as besoin, tu le retournes et tu l'allumes. La mèche brûle et la bouteille explose contre le blindage. Et ça s'enflamme. Vous pensez que ces cocktails pourront arrêter l'armée russe? Bien sûr, c'est certain.
Ça a déjà fait ses preuves. Dans les années 40, ça a permis d'arrêter les Allemands. Et maintenant, on va arrêter nos soi-disant frères qui viennent chez nous. On va les accueillir comme il se doit. On les accueillera à bras ouverts. Gloire à l'Ukraine! Et à ces héros! Père d'une famille de 4 enfants, Adri, 49 ans, était chauffeur routier avant la guerre. Un quotidien bien éloigné de ses nouvelles activités. Je n'ai aucune expérience. C'est la première fois que je fais ça. Mais on ne peut pas supporter cette situation. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut faire quelque chose. Je ne veux pas que mes enfants voient les bombes. Je ne peux pas l'accepter. Je vais les pulvériser, je vais les découper en morceaux pour que mes enfants voient un ciel en paix. Et pas les bombes qu'on voit à Kharkiv, à Lugansk ou à Donetsk. Je ne veux pas qu'ils voient ça. Adri, tout comme ses camarades, est fou de rage. Pour leur indépendance, ces hommes sont prêts à donner leur vie. Le lendemain, nous retrouvons le père Boris sur la route de Mykolaïv. En chemin, l'évêque a décidé de se recueillir sur un lieu saint. Une manière de solliciter la protection de Dieu pour son pays. C'est une source d'eau sacrée. Au temps de l'URSS, les soviétiques avaient déjà essayé de la détruire. Mais l'eau n'a jamais cessé de jaillir. En Ukraine, on a toujours pensé que cette source venait de Dieu, ou plutôt de la Vierge Marie. Il y a beaucoup de sources comme celle-là sur les routes ukrainiennes. Vous pensez que Dieu est de votre côté? Oui, bien sûr. Nous sommes sous la protection de Dieu. Donc, nous sommes confiants. Dieu aide toujours ceux qui sont justes. Les nouvelles du front ne sont pas bonnes. Les Russes ont lancé des assauts sur Mykolaïv. Plus le père Boris se rapproche de la ville, plus les files de voitures sont longues. Ce sont des civils qui fuient. Ils vont tous vers l'ouest. Il y a des bus ou des voitures. Là, je vois beaucoup de plaques d'immatriculation de Kherson ou de Dnipro. Mais il y a aussi des plaques de Kiev. C'est une évacuation. Il y a beaucoup de plaques d'autres régions, de l'Ukraine centrale, de l'Est et du Sud. L'évêque est inquiet, mais pas question pour lui de faire demi-tour. Il doit livrer ses marchandises dans une base militaire. Nous ne sommes pas autorisés à l'accompagner jusqu'au bout. À Lviv, plus les chars progressent au sud, plus l'atmosphère est pesante. Comme tous les jours depuis le début des hostilités, le père Yuri grimpe au sommet de l'église de l'Assomption. La tour Korniakt culmine à 65 mètres. Pendant des siècles, elle a servi à repérer les avancées ennemies. Pour la première fois depuis des décennies, elle retrouve son rôle de vigie. Comme nous avons accès à la tour, on nous a demandé de vérifier s'il y avait des marquages sur les bâtiments. Ces marques seraient utilisées pour guider les bombardements et aussi le parachutage des troupes. Ce serait donc un moyen d'organiser leur déploiement militaire. À Kiev, la mairie a aussi demandé aux habitants de vérifier tout signe suspect sur les bâtiments. Il y a quelques jours, de mystérieuses croix avaient fait leur apparition sur certains toits du centre-ville. Ces croix serviraient à indiquer des lieux d'importance stratégique.
On s'inquiète car nous sommes situés au centre de la ville. À droite, nous avons la tour de télévision. À côté, il y a la mairie, juste là, la préfecture. Donc on est vraiment dans le centre névralgique de la ville. À Kharkiv, 3 églises ont déjà été endommagées par les bombardements. Le père Yuri prend aussi le temps d'admirer sa ville, car c'est peut-être une des dernières fois qu'il la voit intacte. Quelques jours plus tard, nous recevons un appel du père Boris. Il est de retour à Lviv, sain et sauf. Nous le retrouvons chez un garagiste, car sa voiture est tombée en panne sur le chemin du retour. On a eu un problème avec le moteur, mais ces gars vont la réparer. Vous voyez, les gens résistent à tout, mais pas les machines. On a réussi à aller à Odessa, on a pu donner notre matériel à la défense territoriale. On a passé la nuit là-bas et on a prié. On a aussi ramené la famille du prêtre de Mykolaïv, son enfant et sa femme. Là, on nous a demandé de rapatrier d'autres enfants avec leur mère. Donc on va repartir. C'est la guerre. On doit tous y prendre part. L'Ukraine vaincra. Dès que sa voiture sera réparée, le père Boris reprendra la route du sud. Mais il ne repartira pas le coffre vide. Il y a encore un peu de place dans la voiture. On va voir si on peut rajouter des choses. On a du linge, des vêtements et des couvertures. Une partie vient de Tchernograd, l'autre de Lviv. Il est toujours impossible d'aller à Kherson, mais on peut aller à Mykolaïv, on connaît la route. En passant par Odessa, c'est assez sécurisé. Pour l'instant, Mykolaïv résiste aux assauts de l'armée russe. Mais les bombes pleuvent tous les jours, et nul ne sait combien de temps la ville tiendra. À l'église de l'Assomption, une messe est donnée en l'honneur des victimes de la guerre. Elle est conduite par le métropolite de Lviv en personne. Il est aussi venu ordonner un nouveau prêtre qui doit rejoindre les rangs de l'église ukrainienne. Après avoir fait son séminaire, Andriy s'était engagé comme soldat dans l'armée. Aujourd'hui, il dépose les armes et entre dans les ordres. Vous comprenez que dans des situations comme ça, l'état psychologique des gens est très fragile. Il faut les conseiller, les consoler, les soutenir et les encourager. Vous avez des remords de ne pas combattre? C'est très difficile à dire. Oui, bien sûr, j'ai quelques remords. Mais Dieu m'a appelé. Ma tâche ici va être encore plus difficile. Le prêtre est non seulement responsable devant les hommes, mais il est aussi responsable devant Dieu et surtout devant son prochain. C'est une très grande responsabilité. Dans cette guerre, même les hommes de paix ont dû choisir un camp. Partout dans le pays, les religieux sont en première ligne, au chevet du peuple et de l'armée. Face à l'envahisseur russe, l'Église orthodoxe ukrainienne est entrée en résistance.